Ma famille me met de côté pour toutes les vacances familiales depuis plus de 10 ans. Forcément, quand j'ai décidé de partir en vacances tout frais payés, sans eux, ça a été le drame. J'ai 28 ans, et chez nous, c'est sacré. Chaque année, ils organisent de grands voyages. L'an dernier, 2 semaines à Hawaï. L'année d'avant, 3 semaines en Europe. Ils ont même un groupe WhatsApp baptisé Family Adventures, où tout se décide entre eux, ma mère, mon père, ma sœur Katie, mon frère Josh et la femme de Josh, Mariana. Moi, je n'existe pas sur le groupe. La découverte de leur séjour à Hawaï, je l'ai faite grâce à Facebook, quand ma mère a posté des photos avec la légende « Vacances familiales parfaites ». Quelqu'un lui a même demandé en commentaire où j'étais, et elle a répondu « Oh, elle devait travailler ». Sauf que c'était faux, je n'avais même pas été prévenue du voyage. C'est comme ça depuis mes 16 ans. À 17 ans, ils sont partis à Disney World et m'ont prévenu la veille qu'il n'y avait plus de place à l'hôtel. À 21 ans, ils ont fait une croisière, prétextant avoir oublié de réserver une cabine pour moi. À chaque fois, une excuse différente. On pensait que t'étais débordée par tes études. Tu n'aimes pas les bateaux de toute façon. Katie avait besoin d'un moment mère-fille. Heureusement, il y a Rita, la sœur de mon père. Elle a tout compris et m'a intégrée à toutes leurs activités. Les repas du dimanche, les soirées films, même leurs petits week-ends. Son mari Tom me considère comme sa seconde fille, et leur fille Bella me présente comme sa grande sœur. Pour mon diplôme, mes parents ont préféré l'anniversaire de la copine de Josh, mais Rita, Tom et Bella se sont tapés 4 heures de route pour m'applaudir. Le mois dernier, j'ai touché une prime énorme au boulot, 20 000 $ d'un coup. J'ai donc offert à Rita, Tom et Bella des vacances de rêve au Turc et Caïcos, villa privée, majordome, location de yacht, une semaine dans un hôtel où la nuit coûte plus cher qu'un mois de salaire. J'appelle Rita et je lui demande de prévoir des congés pour tous les 3, juste en disant que c'est important. Elle accepte, sans discuter. La veille du départ, j'arrive chez eux avec tous les billets. Bella se met à sauter partout en découvrant les documents. Tom reste sans voix, limite les larmes aux yeux, et Rita répète sans cesse « Je ne peux pas accepter, c'est trop ». Je leur dis « Pas de discussion, vous êtes ma vraie famille ». Le lendemain matin, on s'envole tous ensemble en première classe, une grande première pour eux. Bella photographie tout, Tom commande du champagne juste pour fêter le moment. Et pendant le décollage, Rita me serre la main et me souffle. Tu es la fille que j'aurais rêvé d'avoir. Après 3 jours sur place, mon téléphone explose. Katie publie une histoire sur leur fameux repas d'organisation du voyage annuel. Quelqu'un lui demande en commentaire si, cette fois, je viens. Sa réponse ? Elle n'a jamais envie de participer à ce genre de truc. Sauf que la sœur de Rita, qui la suit aussi sur Instagram, tombe sur le post. Elle n'est pas dupe. Elle sait très bien ce que ma famille me fait. Elle commente « C'est drôle parce qu'elle est justement en vacances au Turc et Caïcos avec la famille de Rita. Et là, tout part en vrille. Ma mère m'appelle 15 fois d'affilée, mon père m'inonde de messages pour m'accuser de trahison familiale et de préférer des étrangers. Josh me laisse même un vocal où il me traite de pathétique sous prétexte que j'essaye d'acheter l'affection de Rita, et Mariana m'envoie un texto juste pour savoir combien ça m'a coûté. Je n'en réponds à aucun. Mais Katie pète tous les compteurs. Elle écrit directement à Rita, l'accusant sans vergogne. Tu devrais avoir honte de profiter de ma sœur, la laisser payer des vacances que tu serais incapable de te payer. Rita me transfère la capture d'écran et là, j'ai vu rouge. J'appelle Katie, je mets le haut-parleur. C'est quoi ton problème ? Elle me fait un grand discours sur l'argent jeté par les fenêtres pour des gens qu'elle considère à peine de la famille, alors que les vrais galèrent à se payer des vacances. Je lui balance. C'est marrant, vous êtes partis à Hawaï sans moi, en Europe sans moi, ça fait 12 ans que vous me zappez de chaque voyage. Sa réponse ? Tu n'aurais pas aimé, tu es trop coincé de toute façon. Je réplique. Rita, elle, était là pour ma remise de diplôme, toi, tu étais où ? Blanc. Elle finit par sortir. Josh avait besoin d'aide pour son déménagement ce week-end-là. Je lui rappelle que Josh n'a déménagé que 3 mois plus tard. Besoin d'une autre excuse. Ce n'est pas pareil. Là, tu nous exhibes ton fric. Je ris. Non, je me fais plaisir avec ceux qui veulent vraiment de moi. Bonnes vacances en famille sans moi, comme d'habitude. Elle tente encore de répondre, mais j'ai déjà raccroché. Ma mère me texte un grand classique. Je ne suis plus la bienvenue à Noël, à moins que je présente des excuses à tout le monde. Je lui réponds, aucun problème. Rita m'a invitée chez elle. Le reste du séjour est idyllique. Bella découvre le snorkeling, Tom remonte une prise énorme, et Rita et moi, on refait le monde sur la plage le soir. À notre retour, mon père m'attend sur le pas de ma porte, les bras croisés, avec son air de juge vexé. Pas un mot de politesse. Il entre comme si c'était chez lui et directement, il m'assomme de reproches. J'aurais humilié la famille, fait de la peine à ma mère avec ma comédie. Je ne dis rien, j'ouvre la porte et il me colle au basque, ferme derrière lui et enchaîne avec un sermon sur la loyauté familiale. Pour lui, Rita a toujours été jalouse de ma mère. Elle me manipule depuis des années pour me retourner contre eux. Il ose même prétendre que c'est le but de ce voyage, pour les rabaisser exprès.
Je le laisse s'enfoncer 5 minutes juste pour voir où il veut en venir, puis je le coupe net. Pourquoi je n'ai jamais été invitée à Hawaï, en Europe, en croisière, à Disney, ni ailleurs? Son visage se ferme. Il a l'air perdu comme s'il découvrait lui-même tout ça. C'est presque pire qu'un sourire satisfait. Il me dévisage quelques secondes, cligne des yeux comme si je venais de lui demander de résoudre un problème insoluble. Puis il se ressaisit et change complètement de tactique. Il me fait comprendre que ses voyages s'organisaient toujours en fonction des disponibilités des autres, et affirme que, de toute façon, j'étais soi-disant trop absorbée par mes études ou mon boulot. Il prétend qu'il ne voulait pas me déranger, sous prétexte que j'étais, paraît-il, toujours débordée. Je saisis mon téléphone pour retrouver les captures d'écran. Rita m'avait envoyé des photos d'une conversation de groupe dont je n'ai jamais fait partie, le fameux Family Adventures. Je lui montre aussi les publications Facebook où maman justifiait mon absence en inventant que je devais travailler, alors que c'était complètement faux. Tout le fil de mensonges qui remonte à 12 ans défile ainsi sur l'écran sous ses yeux. Pendant qu'il découvre tout ça, son visage se ferme. Il me rend le téléphone, puis, comme si de rien n'était, change encore une fois de discours. Il prétend que je cherche le conflit pour rien, que je ressasse des rancœurs inutiles. Il va même jusqu'à dire qu'ils avaient toujours pensé que je ne voulais pas venir, puisque jamais je n'avais évoqué ces voyages. Je le regarde droit dans les yeux et je demande « Comment tu voulais que je pose des questions sur des voyages dont je n'avais même pas connaissance ?» Évidemment, il esquive, puis continue d'affirmer que j'en fais tout un drame, alors que, selon lui, ces choses arrivent dans toutes les familles. Je finis par lui dire de partir, que j'en ai assez, qu'il doit s'en aller. Mais il reste planté là, debout dans mon salon, sans bouger. Il lâche alors « Il faut régler ça en famille ». Sous-entendu que c'est à moi de m'excuser auprès de tout le monde et de faire comme si ces 12 dernières années n'avaient jamais existé. Sans aucune gêne, il insiste sur le fait que, si je présente mes excuses pour les vacances et mon soi-disant manque de respect, on pourra passer à autre chose. Je reprends mon téléphone, appelle Rita et mets le haut-parleur avant même que ça ne sonne. Elle décroche très vite et je lui lance « Papa est chez moi. Il refuse de partir. Tu crois que Tom pourrait venir ? Je sais qu'il ne fera pas de scandale devant son beau-frère. » Rita commence à dire que ce n'est pas la peine de déranger Tom, mais je la coupe en suppliant « S'il te plaît. » Et là, le visage de mon père passe de la déception à la colère. Il devient tout rouge et me désigne le portable du doigt. « Tu prends parti, tu détruis la famille en appelant Rita au lieu d'en discuter avec moi. » Il insiste encore. « Tu prouves exactement ce que je disais, qu'elle te monte la tête. » Finalement, il file vers la porte qu'il claque tellement fort que tous les cadres sur mes murs vibrent. Ma voisine, alertée par le bruit, passe la tête pour s'assurer que tout va bien. Je lui fais un signe rassurant avant de refermer ma porte et de la verrouiller. 20 minutes plus tard, Tom arrive, même si Rita lui avait dit de ne pas se déranger. Il frappe, se présente, puis fait tout le tour de l'appartement, vérifie les fenêtres et le verrou de la porte. Il me demande « Dis, ton père, il a un double des clés ?» Je le rassure « Non, je n'ai jamais donné de clés à mes parents. » Il hoche la tête, trouve que c'est une bonne chose, puis me propose de dormir sur le canapé, histoire de prévenir un éventuel retour de mon père dans la nuit. Je refuse poliment, mais je le remercie du fond du cœur. Je suis incapable de lui dire à quel point ça me touche. Il me serre dans ses bras en disant « Tu sais, tu es ma fille, toi aussi. » Puis il ajoute qu'il est fier de moi parce que, pour une fois, j'ose enfin me défendre malgré la difficulté et la peur. Je le serre à mon tour, les larmes me montent, mais j'arrive à tenir bon. Tom reste encore une bonne heure, assis à côté de moi sur le canapé, sans qu'on ait besoin de vraiment parler. Il est juste là, présent. Quand il s'en va, il me demande de promettre d'appeler au moindre souci, puis je referme derrière lui et je verrouille la porte. Impossible de trouver le sommeil. Je rumine encore et encore toutes les paroles de mon père, en me demandant si finalement ce n'est pas moi le problème, si je ne suis pas trop dure. Je passe des heures à fixer le plafond, à essayer de comprendre ce qui cloche chez moi. Puis vers 3 heures du matin, je repense à ma cérémonie de remise de diplôme. J'étais seule dans la salle, à regarder toutes les autres familles sourire sur les photos et célébrer, alors que mes parents étaient à l'anniversaire de la petite amie de Josh qu'ils connaissaient à peine. Rita, elle, a fait 4 heures de route aller-retour juste pour me voir 30 secondes sur scène. Mes parents, eux, n'ont même pas accepté de faire 20 minutes de voiture. Après ça, le doute se dissipe et je finis par sombrer vers 4 heures. À 7 heures, le réveil sonne pour le boulot. J'ai l'impression qu'un camion m'est passé dessus, mais je me lève. Je commence à préparer le café quand mon téléphone vibre. Message de Katie. J'hésite, puis j'ouvre. C'est un long roman où elle m'explique que j'ai toujours été insupportable, que je suis à l'origine de tous les problèmes familiaux. Elle déroule toute une liste d'exemples remontant à l'enfance. Comme ce fameux anniversaire où, à 6 ans, j'ai pleuré parce que personne ne voulait jouer avec moi, ou encore le jour où je ne voulais pas prêter mes jouets à Josh à 8 ans. Chaque souvenir est revisité pour me faire porter le chapeau, alors qu'au fond, je n'étais qu'un enfant comme les autres. Selon elle, j'ai toujours été jalouse de sa relation avec maman et j'ai gâché les repas de famille parce que j'étais trop silencieuse ou boudeuse. Je relis tout ça 2 fois.
C'est à peine croyable. Elle invente ou déforme des situations enfantines tout à fait normales pour justifier que j'ai mérité d'être mise à l'écart. Je ne réponds pas, mais je capture écran après écran et j'envoie tout à Rita. Quelques secondes plus tard, Rita rappelle et avant même que j'aie le temps de dire « allô », elle commence déjà à disséquer le message de Katie mot à mot. On passe 1 heure à tout analyser et Rita m'explique comment Katie essaie de me manipuler, de réécrire l'histoire. Elle se souvient différemment de la plupart des événements ou connaît les vrais dessous que Katie omet soigneusement. Pour l'anniversaire où j'aurais soi-disant pleuré, Rita était là et se rappelle très bien que les copines de Katie m'avaient volontairement mise à l'écart et se moquèrent de ma robe. Quant à l'épisode des jouets, c'était juste après que Josh avait cassé exprès ma poupée préférée et malgré tout, mes parents m'avaient obligée à m'excuser auprès de lui. Plus Rita avance, plus elle est en colère et elle ne cesse de répéter qu'elle n'arrive pas à croire à quel point Katie pousse la manipulation. Elle m'explique que c'est classique. Dans une famille, il y a toujours quelqu'un désigné pour encaisser à la place des autres, histoire d'éviter à chacun de se remettre en question. Rita me raconte que sa sœur est tombée sur des commentaires sous la publication Instagram de Katie à propos du voyage familial, et visiblement la famille élargie commence à réagir. Certains prennent ma défense, avouent s'être toujours demandé pourquoi je n'étais jamais présente aux réunions de famille. Une cousine a même demandé pourquoi je ne faisais pas partie du groupe familial, et une tante a dit qu'elle avait toujours trouvé étrange que je rate autant d'occasions de me joindre à eux. Bien sûr, ça rend mes parents fous, parce que maintenant on les interroge. On ne se contente plus de gober les excuses toutes faites de ma mère. Rita, elle, a l'air presque soulagée, et ça m'enlève un poids. Je culpabilise moins que tout ça est enfin éclaté. On finit par raccrocher. Je suis à la bourre pour le boulot, mais ça me fait vraiment du bien de savoir que Rita saisit parfaitement le petit jeu de Katie. Je viens à peine d'arriver au bureau que mon portable sonne. C'est mon père. J'hésite avant de répondre, puis je décroche, et c'est ma mère, en larmes. Elle utilise le téléphone de papa parce que j'ai ignoré tous ses appels. En pleurant, elle me lance « Tu as monté tout le monde contre nous, ils nous demandent pourquoi on t'a mise de côté et je ne sais même pas quoi répondre. » Elle ne cesse de répéter que je les fais passer pour des parents indignes, que je suis cruelle de ne pas les défendre auprès de la famille. Je la laisse vider son sac, puis je finis par dire « Je n'ai monté personne contre vous. C'est vous qui l'avez fait à force de raconter n'importe quoi sur moi pendant 12 ans. » Immédiatement, elle se défend, prétend qu'ils n'ont jamais menti, qu'ils ne voulaient tout simplement pas m'embêter avec des voyages qui ne m'auraient soi-disant pas plu. Je lui réponds que ce n'est pas vrai non plus, puis je raccroche avant qu'elle ait le temps d'en rajouter. Pour la première fois depuis le début, je ne me sens plus à côté de la plaque d'être blessée par leur attitude. L'après-midi, Josh me laisse un message vocal et je comprends tout de suite que mes parents lui ont dicté ce qu'il devait dire. Il débite tout un monologue sur le pardon dans la famille, l'importance d'aller de l'avant ensemble, tourner la page, penser les blessures. Il ne mentionne jamais ce que mes parents ont pu faire de mal, il n'admet pas une seule fois que j'ai été écartée, il n'y a surtout aucune excuse. Juste de grands discours sur les liens familiaux et la nécessité de dépasser nos différends. Le message dure facilement 5 minutes et on sent qu'il n'est pas à l'aise, comme s'il se rendait compte lui-même que ça sonnait faux, mais qu'il s'exécutait quand même. Je lui envoie alors un message. Une seule question. Est-ce que tu savais que je n'étais pas invitée à Hawaï ? Pas de réponse pendant 6 heures. Je commence à penser qu'il va simplement faire comme si de rien n'était. Mais finalement, il finit par m'écrire « Maman a dit que tu devais travailler. » Point final. Ça en dit long sur sa façon de voir les choses ou sur son envie d'éviter toute prise de conscience. Dimanche arrive et, comme toutes les semaines, Rita me propose de venir dîner. Ça fait des années que je viens à ces repas. C'est devenu mon vrai rituel du dimanche. Bella est surexcitée quand j'arrive parce qu'elle a fait développer toutes les photos des vacances et veut absolument me les montrer une à une. On les étale sur la grande table pendant que Rita s'affaire en cuisine. On rigole devant les clichés de Bella en train de plonger, de Tom sur le bateau, de nous tous sur la plage. Le coup de soleil de Tom nous fait bien marrer tellement il était écarlate le 2e jour, même s'il jure avoir mis de la crème solaire, visiblement pas assez. Rita nous sert sa fameuse lasagne, et au milieu du repas, la sonnette retentit. Rita va ouvrir et revient avec sa sœur Virginia, son mari et leurs enfants. Virginia vient droit vers moi, me serre fort dans les bras et me dit « Je suis fière que tu aies enfin tenu tête à tes parents. J'ai trop souvent vu comment ils te laissèrent de côté. » Puis elle enchaîne « Il fallait bien que quelqu'un leur dise leurs 4 vérités. Et tu as eu le courage de le faire alors que ce n'est jamais facile. » Virginia s'installe à table, attrape une tranche de pain à l'ail et explique « Ta mère m'a appelé il y a 2 jours pour que j'essaie de te raisonner. » Je m'arrête net, la fourchette en l'air, parce que j'imagine déjà la scène. Virginia lève la main pour balayer tout ça. « T'inquiète pas, je l'ai recadré. Je lui ai dit que ce qui serait logique, c'est qu'au bout de 12 ans à t'avoir volontairement écarté, tes parents prennent enfin la peine d'écouter leur fille, au lieu de se vexer parce que tu t'es construit une famille ailleurs. » Tom éclate de rire, et Bella demande ce que ça veut dire, systématiquement. Rita lui explique. C'est quand on fait exprès.
encore et encore. Bella hoche la tête, tranquille, comme si c'était évident. Le mari de Virginia renchérit. « Je n'ai jamais compris pourquoi tes parents te traitaient comme ça. Je suis content que tu aies enfin réagi. » Même les petits hochent la tête. Et je me rends compte qu'eux aussi ont senti qu'il y avait un truc qui clochait. Un silence passe. Je sens un nœud dans la gorge. Ces gens-là, ils ne sont pas de ma famille de sang, mais ils sont là depuis des années. Et ils ont toujours vu quand on m'excluait. Ça les touche bien plus que mes propres parents. Virginia me prend la main, et je dois lutter pour ne pas fondre en larmes devant tout le monde. Rita remarque mon émotion et propose aussitôt le dessert. Qui veut une boule de glace avec sa tarte? Tout le monde reprend la conversation comme si de rien n'était, et la tension retombe, même si je reste toute retournée à l'intérieur. Après le dîner, alors qu'on range la table, Bella s'approche et me demande « Tu viens chez nous pour Noël cette année ?» Je ne m'y attendais pas du tout. Je n'avais encore rien confirmé. Je regarde Rita qui est plongée dans la vaisselle. Je réponds à Bella « Ça me ferait vraiment plaisir de passer Noël avec vous, si l'invitation tient toujours. » Rita laisse retomber son assiette dans l'évier, se retourne d'un bond et lance « Mais évidemment que tu es invitée. J'espérais que tu dirais oui. » Elle enchaîne aussitôt sur le menu, me demande ce que j'aime manger à Noël. Tom s'amuse. Rita, tu sais, elle pense à Noël depuis le mois de juillet. Bella bondit de partout, ravie à l'idée qu'on fera des biscuits ensemble et qu'on regardera des films de Noël. Virginia annonce qu'elle amènera sa fameuse purée de patates douces et d'un coup, tout le monde s'active pour organiser la fête. Je me retrouve là, les bras chargés d'assiettes sales, et je me dis que j'ai peut-être enfin trouvé ma place. Les jours qui suivent sont plutôt tranquilles. Je vais au boulot, je rentre le soir, j'évite d'ouvrir les messages de ma famille quand je vois leur nom s'afficher. Exactement une semaine après le dîner, mon téléphone vibre pendant la pause de midi. Un message de ma mère. J'hésite, puis la curiosité l'emporte. Elle m'annonce qu'ils organiseront Noël sans moi, puisque j'ai, paraît-il, pris ma décision. Aucune excuse, rien sur ce qui aurait pu mal se passer, simplement la confirmation que je reste à l'écart, et qu'en gros, il faudrait que ce soit moi qui m'excuse. Je relis ce message un long moment, partagé entre l'envie de tout expliquer, d'argumenter à n'en plus finir, et la certitude que ça ne servirait à rien. Finalement, je me contente de répondre « Très bien, bonne fête ». J'appuie sur « Envoyer » et je continue de manger mon sandwich. En revenant à mon bureau 1 heure plus tard, mon téléphone vibre à nouveau. C'est Rita. « Ça va ?» Je comprends qu'elle a dû apprendre pour le message, d'une manière ou d'une autre. Je lui dis que oui, et tout de suite, elle me propose de venir me chercher après le travail. À 17h, en sortant, je la vois déjà garée devant. Je monte, elle me prend la main, sans poser de questions ni me dire comment je dois me sentir. Elle me rappelle juste qu'ici, j'ai une famille qui tient vraiment à moi. On file chez elle, Tom s'occupe du dîner, Bella vient me serrer dans ses bras comme d'habitude. Tout semble normal, apaisant, et je comprends enfin ce que ça veut dire, avoir une vraie famille. À ce moment-là, le boulot devient presque une bulle d'air frais. Je me plonge dans mes dossiers, les réunions. Un après-midi, ma chef passe me voir et me dit que j'ai l'air plus légère, que je suis plus concentrée et vraiment présente aux réunions. Je lui explique que je règle quelques histoires de famille. Elle acquiesce en souriant, comme si elle comprenait. Plus tard, en prenant un café à la salle de pause, je réalise qu'elle a raison. Avoir osé me protéger m'a enlevé un poids dont je n'étais même pas consciente. Je ne passe plus mes journées à me demander pourquoi ma famille ne veut plus de moi. Je sais désormais pourquoi, et je comprends que finalement ce n'est pas à cause de moi. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, je fais défiler les réseaux sociaux et je tombe sur la dernière publication de Katie. Une série de photos de ce qu'elle appelle la réunion familiale pour préparer Noël. On y voit mes parents, Josh et sa femme, installés autour de la table avec carnet et agenda. Katie a identifié tout le monde, sauf moi. Elle a même tagué des cousins qui ne sont pas là. L'exclusion est tellement flagrante que ça en serait presque risible. Oui, ça pique, ce sentiment brutal d'être mise à l'écart. Mais je repense aussi à toutes les fois où ils sont partis à Hawaï sans me prévenir, ou ont préféré une soirée entre copines à ma remise de diplôme. Désormais, je prépare Noël avec des gens qui ont fait 4 heures de route rien que pour me voir marcher sur scène. Je referme l'appli et finis de manger. Le week-end venu, je retourne chez Rita pour aider Bella sur un projet d'école. On construit un volcan en papier mâché. Il y en a partout. Soudain, Bella me regarde très sérieusement et me demande si elle peut m'appeler sa sœur, parce que c'est ce que je représente vraiment pour elle. Je lui dis que ce serait un honneur. Elle me saute au cou et la colle nous recouvre toutes les deux. Rita entre à ce moment-là, nous voit serrées l'une contre l'autre, les yeux embués d'émotion. Pas besoin de mots pour comprendre ce que ça veut dire pour elle. Tom arrive en demandant ce qui se passe, et Bella crie à tout le monde que je suis officiellement sa sœur. Tom sourit, affirme qu'il a toujours su que je faisais partie de la famille. On termine notre volcan, on commande des pizzas, et tout semble parfait. Lundi matin au travail, alors que je mange à mon bureau, la standardiste m'appelle, un peu inquiète. Elle m'explique que quelqu'un souhaite me voir. Je lui demande qui, et elle me répond « Votre père ». Mon cœur s'arrête. J'inspire à fond, et je lui demande s'il cause des problèmes. Elle me rassure « Non,
mais il veut absolument me parler. Je lui demande de prévenir la sécurité et précise que je ne souhaite pas le voir. Un silence, puis elle me répond qu'elle va s'en occuper. J'entends ses voix en fond, puis elle revient et me dit que la sécurité est avec lui, qu'ils veulent savoir si je compte le recevoir. Je dis non, plus fermement. C'est à cet instant que je réalise que j'ai le droit de fixer mes propres limites, que je ne suis pas obligée de le voir simplement parce qu'il s'est déplacé. La standardiste me promet de gérer la situation et raccroche. J'essaie de me replonger dans mon travail, mais mes mains tremblent. 10 minutes plus tard, elle me rappelle. Mon père est reparti, mais il a laissé une lettre à la sécurité. Elle me demande si je veux qu'elle me l'apporte. J'accepte. Elle arrive peu après avec une enveloppe cachetée, m'adresse un regard plein de compassion puis repart. J'ouvre l'enveloppe. La première ligne dit que je brise le cœur de ma mère et que je détruis la famille. Je n'en lis pas plus. Je replie la lettre, traverse jusqu'à la salle de pause et la jette à la poubelle. J'en ai fini de porter le poids de leur choix. Ce week-end, Tom m'appelle pour me proposer de l'accompagner à la pêche samedi matin. Il m'avoue qu'il y va d'habitude en solo, mais que ça lui ferait plaisir de partager ça avec moi. Je n'ai jamais mis les pieds à la pêche, mais j'accepte sans hésiter. Ça me touche qu'il veuille m'inclure dans son quotidien, pas seulement lors des grands moments. Samedi matin, je le retrouve donc au bord du lac. Il est 6 heures. Il fait un froid de canard et le brouillard recouvre tout. J'ai dû enfiler les vêtements que Rita m'a prêtés, faute de mieux pour pêcher ce matin-là. Tom, sans un mot sur mon accoutrement, me tend gentiment le thermos de café. On charge nos affaires dans le bateau et on s'éloigne sur le lac, enveloppé de silence, seulement troublé par le ronron du moteur et quelques chants d'oiseaux. Tom coupe le moteur et on se laisse porter un moment. Il commence à préparer les cannes, me montre comment lancer la ligne, ses mains guidant les miennes, tout en douceur. Quand je m'y prends mal et que le fil s'en mêle, il défait les nœuds patiemment sans un reproche, m'encourage à recommencer. On reste longtemps ainsi, à savourer ce silence tranquille, bercé par le clapotis de l'eau contre la coque. Puis Tom se lance dans des souvenirs d'enfance partagés avec Rita et mon père. Leur cabane dans les bois derrière la maison, Rita qui laissait toujours mon père jouer au chef malgré son statut d'aîné, les étés à la ferme de leurs grands-parents, mon père jaloux des compliments adressés à Rita pour son sérieux. Il me confie que mon père a toujours cherché à rivaliser avec Rita, à prouver qu'il valait autant qu'elle, si ce n'est plus, que les parents les préféraient parce qu'elle était posée et serviable, et que mon père ne s'en est jamais remis. Il me glisse, les yeux dans les miens, que peut-être mes parents m'ont tenu à l'écart parce que je leur rappelle trop Rita, ou bien parce qu'ils voyaient combien Rita m'aimait et que ça remuait des choses chez mon père. Sa remarque me remue, parce qu'au fond, tout colle. Katie est tout le portrait de ma mère, de ses longs cheveux blonds à ses traits fins. Josh, lui, tient de mon père, voulant tout maîtriser et attirer l'attention. Et moi, depuis toujours, on me répète que je ressemble à Rita, calme, réfléchie, attentive aux autres. Peut-être est-ce précisément cela qui a fait que mes parents m'ont rejetée, qu'à chaque fois qu'ils posèrent les yeux sur moi, ils voyaient la sœur de mon père, pas leur fille. Je laisse tout cela mijoter, plonger dans mes pensées, pendant que Tom remonte un poisson dans le calme serein du matin. Il ne force rien, continue de pêcher et de raconter ses histoires. On reste sur l'eau jusqu'à midi. J'attrape 2 poissons, lui 5. Sur le retour, il me propose qu'on recommence le mois prochain. Arrive Thanksgiving. Cette année, je le passe chez Rita. Virginia débarque à la fin de la matinée avec son mari et leurs enfants, les bras chargés de 3 tartes et d'un immense saladier de purée. La maison se remplit de rires, d'odeurs de dinde, de conversations animées. Rita inaugure une nouvelle tradition. Chacun exprime autour de la table ce qui le rend reconnaissant. Mon tour venu, je dis être reconnaissante d'avoir une famille qui choisit d'être présente. Et Bella enchaîne tout de suite en déclarant qu'elle est reconnaissante, elle, parce que je fais désormais partie de ses sœurs. Rita fond de bonheur au milieu de la purée et file attraper des mouchoirs. Tom me serre discrètement la main sous la table. Les enfants de Virginia remercient pour les jeux vidéo, la tarte, et tout le monde éclate de rire. La journée passe dans une ambiance simple et joyeuse, sans gêne ni peur d'être oubliée. Je ne scrute pas mon portable dans l'espoir d'un message qui n'arrivera jamais. Je suis là, vraiment présente, entourée de ceux pour qui je compte. Plus tard ce soir-là, chez moi, Virginia m'envoie une capture d'écran. Ma mère a envoyé un message groupé à toute la famille où elle se plaint de la difficulté passée à fêter quand certains oubliant leurs racines et les liens familiaux, sans jamais écrire mon prénom. Mais c'est limpide que ça me vise. Virginia voulait juste que je sache, mais elle insiste. Ne laisse pas ça tout gâcher. Étrangement, je ne ressens pas de colère, mais plutôt de la tristesse pour ma mère qui a préféré s'apitoyer dans des messages culpabilisants plutôt que profiter de sa famille, ce jour-là. Plusieurs répondent, et Virginia m'envoie aussi ses messages. La cousine de mon père réplique qu'elle a vu comment on m'a traité ces dernières années et que ma mère ferait mieux de se regarder en face. Le frère de Rita avoue s'être toujours demandé pourquoi je n'étais jamais invitée aux sorties familiales. Un cousin ajoute que, justement, Rita et sa famille semblent ravis de toujours m'accueillir. Ma mère, elle, reste muette. Quelques jours plus tard,
Virginia m'écrit que ma mère a disparu des réseaux sociaux, visiblement vexée que personne ne prenne sa défense, persuadée que tous s'accorderaient à la décréter victime face à l'ingratitude et la difficulté que je représente. Mais à la place, on lui demande des comptes, on la questionne sur ses 12 années d'exclusion. Début décembre, mon téléphone sonne, c'est Josh. L'espace d'un instant, j'espère qu'il va enfin s'excuser, reconnaître ce qui s'est passé. Mais non, il veut seulement savoir si, vraiment, je ne viens pas à Noël, me dit que maman est contrariée et me supplie de faire comme si tout allait bien. Viens à Noël, fais comme si de rien n'était, tout le monde passera à autre chose. Je lui réponds que je ne veux plus faire semblant, que j'ai passé 12 ans à prétendre que cela ne me touchait pas d'être évincée de chaque voyage, chaque événement important, à faire comme si c'était normal qu'ils partent à Hawaï sans même m'avertir, comme si ça ne m'atteignait pas qu'ils préfèrent un anniversaire d'une petite amie à ma remise de diplôme. Assez joué cette comédie, je ne veux plus faire semblant, pas un jour de plus. Josh me traite d'égoïste, m'accuse de toujours tout ramener à moi. Il me dit que c'est à moi d'être mature, parce que maman traverse une période difficile. Je lui raccroche au nez, comprenant enfin qu'à ses yeux, je resterai toujours le problème, qu'il n'admettra jamais que je puisse avoir souffert de tout ça. Je raconte l'appel à Rita, qui me répond aussitôt « Tant pis pour eux, tant mieux pour moi, je prépare déjà le repas de Noël en pensant à toi. » Quelques jours plus tard, Rita me récupère pour une virée au centre commercial, histoire de faire les achats de Noël. Bella bondit sur la banquette arrière, surexcitée à l'idée de choisir des cadeaux pour son père, et nous montre sa liste écrite en violet, sourire jusqu'aux oreilles. Le centre commercial est plein à craquer, les vitrines débordent de décorations, et la musique de Noël résonne partout. On commence par le rayon jouets, à la recherche d'un cadeau pour l'ami de Bella à l'école. Avec Rita, on éclate de rire devant une peluche complètement loufoque qui se met à chanter quand soudain, Bella me serre la main et me montre quelqu'un du doigt de l'autre côté de l'allée. Ma mère est là, près des caisses, un sac à la main. Nos regards se croisent. Je la vois changer de visage. Le temps d'un instant, je crois qu'elle va s'approcher ou au moins faire un signe. Mais non, elle détourne la tête et disparaît rapidement à l'autre bout du magasin. Je la regarde s'éloigner dans la foule. Un vide étrange me serre le cœur. Rita me pose la main sur l'épaule, silencieuse. Bella tire sur ma manche et demande « Pourquoi Mamie Bonnie est partie comme ça ?» J'ouvre la bouche mais aucun son ne sort. Comment expliquer ça à un enfant? Rita s'agenouille à hauteur de Bella, lui dit doucement « Tu sais, parfois, les grands ne sont pas d'accord. Alors ils préfèrent s'isoler, c'est comme ça. » Bella, inquiète, demande si Mamie est fâchée contre moi. Rita répond « Les histoires d'adultes, c'est toujours compliqué. Mais ça ne change rien à tout l'amour qu'on te porte, Bella. Il semble que ça lui suffise, même si je sens bien qu'elle n'est pas totalement rassurée. » On change d'ambiance et de boutique. Rita passe son bras sous le mien et me glisse à l'oreille que c'est ma mère qui y perd et qu'elle est sacrément contente de m'avoir dans sa vie. On essaye des couvre-chefs ridicules dans le magasin d'accessoires. Bella enfile un énorme chapeau de soleil couvert de fleurs. Rita trouve un bonnet d'hiver à oreilles toutes poilues et moi je choisis un béret à paillettes. On se prend en selfie devant le miroir, on fait des grimaces. Bella rigole tellement qu'elle en pleure presque. Petit à petit, la tristesse s'estompe, remplacée par l'ambiance légère de nos virées entre boutiques. On finit par s'arrêter à la cafétéria pour partager un immense chocolat chaud débordant de chantilly. Bella en a partout, même sur le nez. Rita s'empresse d'essuyer tout ça avec une serviette en souriant. Voilà à quoi devrait ressembler une famille, me dis-je. Personne ne pianote sur son téléphone pour vérifier ses messages. Personne ne me laisse à l'écart de ses projets. On est ensemble. Tout simplement, on profite. Rita et moi partageons un énorme bretzel, tandis que Bella nous raconte son spectacle de l'école. On passe des heures à courir les boutiques, j'ai les pieds en feu, mais ça n'a aucune importance. Je tombe sur une superbe écharpe bleu nuit pour Rita, parfaite pour faire ressortir ses yeux. Pour Tom, je choisis un coffret d'appât de pêche qu'il avait repéré il y a belle lurette. Et pour Bella, un coffret de dessin avec une panoplie de feutres et du beau papier spécial. Je prends aussi un assortiment de bougies pour Virginia et son mari, en remerciement pour tout leur soutien. Rita essaie de fouiner dans mes sacs, mais je les mets hors de portée en lui lançant « Pas question de gâcher la surprise ». On passe devant une bijouterie. Bella colle son nez à la vitrine, fascinée par tous les colliers qui scintillent. Rita et moi échangeons un regard complice, puis on entre. Je laisse Bella choisir un joli bracelet en argent avec un petit cœur. La vendeuse l'emballe précieusement, et Bella serre son petit sac contre elle comme un trésor. Sur la route du retour, Bella s'endort au fond de la voiture, lovée contre ses paquets. Rita me prend la main et me dit qu'elle trouve que je gère drôlement bien tout ça avec ma mère. Je ne me sens pas formidable, mais ça me réchauffe de l'entendre. 3 jours avant Noël, mon téléphone vibre. Un message de Mariana. Je reste un moment à fixer son nom à l'écran avant d'oser ouvrir. Elle s'excuse de son silence pendant toutes ces années, explique qu'elle a toujours trouvé injuste ce qu'on m'a fait, mais n'a jamais voulu provoquer de conflit avec la famille de Josh. Elle admet qu'elle aurait dû intervenir,
qu'elle regrette de s'être tue. Je lis et relis son message sans savoir vraiment quoi en penser. Une partie de moi voudrait lui en vouloir, mais je ressens surtout une immense fatigue. Je lui réponds que ses excuses comptent, mais qu'en gardant le silence, elle a laissé faire. Je lui dis que choisir de ne rien dire, c'est aussi prendre parti. Sa réponse est immédiate. Elle comprend, elle accepte mon choix, quel qu'il soit. Elle voulait juste que je sache qu'aujourd'hui, elle ouvre enfin les yeux sur tout ça. Je pose mon téléphone sans rien ajouter. C'est sûrement mieux que rien, mais ça ne gomme pas 12 années de mutisme. Noël arrive, et chez Rita, ça sent le sucre et la cannelle dès l'entrée. Bella me tire jusqu'à la cuisine où la pâte à cookies est déjà étalée sur le plan de travail. On passe l'après-midi à découper des formes, à décorer nos biscuits de 1000 couleurs. Tom alimente le feu dans la cheminée. La maison prend une chaleur feutrée. Rita m'apprend la recette familiale des roulés à la cannelle, ceux que l'on dégustera demain matin. Elle me montre avec patience la technique pour rouler la pâte comme il faut, tout en partageant ses souvenirs d'enfant, quand elle préparait ce goûter avec sa mère. On regarde ensuite de vieux films de Noël. Bella insiste pour préparer un vrai chocolat chaud à l'ancienne, au cacao, et surveille sa casserole comme une grande sous l'œil bienveillant de Rita. Tom rajoute des bûches dans la cheminée avant de s'affaler dans le fauteuil, un livre à la main. Je me love dans le canapé, enroulée dans une couverture bien chaude, Bella blottie contre moi. La télé passe un vieux film où un enfant rêve d'avoir une carabine à plomb, mais je n'y fais même plus attention. Je savoure juste la sensation d'être exactement à ma place. Vers 22h, Bella commence à piquer du nez. Alors Rita lui demande d'aller se brosser les dents. On range la cuisine ensemble et Rita m'enlace longuement avant que j'aille me coucher. Je dors dans la chambre d'amis, que Rita appelle désormais ma chambre, décorée de photos au mur, dont beaucoup de notre voyage aux îles turques et caïques. Nous 4 sur la plage au coucher du soleil, Bella et moi en train de faire du snorkeling. Et ma préférée, une photo volée de Rita et moi en train de rire. J'enfile mon pyjama, je me glisse sous la couette qui sent la lavande, bercée seulement par les craquements de la maison, et je m'endors apaisée, complètement. Le matin de Noël, Bella débarque à 7h pile, bondit sur mon lit dans son pyjama à reine, les cheveux en bataille. Je la suis en bas, Tom a déjà préparé le café et Rita sort du four les fameux roulés à la cannelle. Ça sent divinement bon. On prend d'abord le petit déjeuner, même si Bella a bien du mal à quitter des yeux les cadeaux sous le sapin. Rita fait des œufs brouillés, Tom prépare une salade de fruits, puis enfin, cap sur le salon pour attaquer l'ouverture des cadeaux, chacun à son tour, savourant le plaisir d'offrir et de découvrir les présents des autres. Bella commence par ouvrir le coffret de dessin et pousse un cri de bonheur. Elle veut absolument dessiner sur le champ, mais Rita doit lui rappeler de finir d'ouvrir les autres cadeaux d'abord. Quand Rita découvre l'album photo que j'ai réalisé à partir de nos vacances, elle fond en larmes et feuillette chaque page avec attention, s'arrête sur chaque photo, lit les petits mots que j'ai pris soin d'écrire. Tom, lui aussi touché, passe la tête au-dessus de son épaule pour regarder. Bella adore le bracelet, le passe autour de son poignet sans attendre et ne manque pas de nous le montrer fièrement. À mon tour, j'ouvre les cadeaux qu'ils m'ont préparés. Un pull tout doux choisi par Rita, un sac à main tout neuf que Bella a pris soin de sélectionner elle-même. Puis Tom me tend un paquet long et fin. Je l'ouvre avec précaution et découvre une superbe canne à pêche gravée à mon nom. Tom déclare en souriant qu'il espère bien que je l'utiliserai souvent. Ce n'est pas qu'un simple cadeau, mais une vraie promesse. La preuve que, dorénavant, je fais partie de leur quotidien. Je le serre dans mes bras, les larmes me montent aux yeux, mais, pour une fois, peu m'importe. Je suis enfin chez moi, entourée de ma famille. Vers midi, Virginia arrive avec Nathaniel et leurs enfants, les bras chargés de plats. Elle me prend dans ses bras, me serre fort et me glisse à l'oreille qu'elle est sincèrement heureuse que je sois là, à ma juste place. La maison se remplit vite, tout le monde se met à installer la grande table de la salle à manger. Virginia apporte un plat monumental de gratin de haricots verts et Nathaniel entre fièrement avec sa dinde fumée. Les enfants courent partout derrière Bella, qui leur montre tous ses cadeaux avec enthousiasme. Rita distribue les corvées, la cuisine prend des allures de ruche, dans un désordre joyeusement maîtrisé où chacun réchauffe un plat, surveille une casserole, remue une sauce. J'aide Virginia à dresser la table. Elle me confie tout à coup qu'elle est fière de me voir enfin prendre ma vie en main. Nathaniel tranche la dinde pendant que Tom fait circuler les verres. On finit par se presser autour de la table, qui déborde littéralement de monde. Et pourtant, la présence de chacun y a toute sa place. Personne ne manque et tout le monde compte. Chaque invité a apporté quelque chose, que ce soit un plat ou sa bonne humeur. Rita prononce un remerciement bref mais sincère, et très vite les plats passent de main en main. La conversation coule d'elle-même, les éclats de rire et les anecdotes fusent de part et d'autre sans discontinuer. Bella est assise à mes côtés et ne cesse de remplir mon assiette en prétextant qu'il faut tout goûter. Je prends alors le temps de regarder tous ces visages réunis autour de moi et je comprends, avec une évidence douce, que voilà ce qu'est un véritable repas de famille. Mon téléphone, oublié au fond de ma poche, reste silencieux.
Je le consulte une fois pendant le dessert. Toujours rien. Pas de message de ma mère ni de mon père, pas d'appel de Katie ou Josh, pas même un banal « Joyeux Noël ». Ça me serre un peu le cœur, cet écran vide. Mais je relève la tête et retrouve cette tablée de gens qui ont fait le choix d'être là, avec moi. Ma famille biologique fête Noël ailleurs, sans moi, et ça ne semble poser problème à personne. Je doute même qu'ils pensent à moi à cet instant. Ce constat s'installe tranquillement en moi. C'est douloureux, bien sûr, mais étonnamment limpide. Pour eux, il vaut mieux avoir raison que préserver une relation. Ils préfèrent m'exclure et se justifier, plutôt que d'admettre leur tort ou de chercher à réparer. Le silence de mon téléphone résume tout ce que j'ai besoin de savoir sur la place que j'occupe dans leur vie. À la fin du repas, tout le monde met la main à la pâte pour ranger, puis on se retrouve au salon autour du café et du dessert. Rita m'entraîne à l'écart dans le couloir, profitant du tumulte, et me glisse une petite boîte emballée en murmurant d'ouvrir tout de suite. À l'intérieur, une clé en argent montée sur un porte-clés tout simple. Un mot, écrit de la main de Rita, l'accompagne. « Tu auras toujours une maison ici. » Les larmes montent aussitôt. Je la regarde et elle me serre très fort. Cette fois, je laisse aller mes larmes, sans retenue. Ce ne sont plus des pleurs de tristesse mais de soulagement. Toutes ces années passées à me sentir rejetée, à trouver 1000 excuses pour eux, à me demander ce qui clochait chez moi, tout ça s'effondre pendant que Rita me serre et me caresse doucement le dos. Elle me souffle que je suis sa fille, dans tout ce qui compte, que cette maison restera toujours la mienne. Je pleure de plus belle, parce que j'avais tant besoin d'entendre ces mots-là. Lorsqu'enfin je parviens à sécher mes larmes, mon visage est bouffi de rougeur, mais je me sens soudain infiniment plus légère, comme si j'avais enfin posé un fardeau que je portais depuis bien trop longtemps. Rita m'essuie le visage avec tendresse, puis nous rejoignons les autres, qui ne posent aucune question sur mes yeux rouges. On me fait juste une place sur le canapé et on me glisse une tasse de café entre les mains. Une semaine plus tard, Rita organise le réveillon du Nouvel An et invite tous ses amis. Peu à peu, la maison se remplit de couples et de familles que je ne connais pas encore. Une femme prénommée Sarah vient me saluer. Elle avoue avoir beaucoup entendu parler de moi et explique que Rita parle sans cesse de sa deuxième fille. Un autre couple arrive. Le mari me confie que Rita leur a montré les photos de nos vacances et qu'ils avaient trouvé ça fantastique. Je rencontre ainsi une multitude de gens qui connaissent déjà une partie de mon histoire. Ils savent que j'ai obtenu mon diplôme, que Rita a traversé la moitié du pays pour assister à la cérémonie, que je viens souvent les dimanches soirs manger ou regarder des films. Ils me parlent des îles turques et caïques et même de la canne à pêche offerte par Tom. Ces gens-là entendent parler de moi depuis des années, alors que, moi, j'ignorais totalement que je faisais partie de leur cercle. Depuis le début, Rita me présente à tous comme un membre à part entière de sa famille. Je réalise soudain que j'étais chez moi ici bien avant que j'en sois consciente. Je n'ai pas simplement été adoptée, il y a quelques mois, le jour où je suis partie en vacances avec eux. Dans son cœur, Rita m'a toujours considérée comme sa fille et ne s'en est jamais cachée. Un peu à l'écart, Tom me rejoint et me sentant émue, il me demande si tout va bien. Je lui explique que je viens seulement de comprendre que j'avais une famille ici, depuis si longtemps, sans jamais l'avoir vraiment réalisé. Il me sourit doucement et me répond qu'ils attendaient simplement que je m'en rende compte moi-même. Lorsque minuit approche, tout le monde se retrouve au salon, une coupe de champagne ou de jus pétillant à la main. Bella court partout pour s'assurer que chacun a bien son verre. Tom allume la télé pour suivre la descente de la boule à Times Square. On compte tous ensemble les dernières secondes. Et à minuit, des éclats de joie fusent de toutes parts. Tout le monde trinque et se congratule. Rita lève son verre et s'écrie « À de nouveaux départs et à la famille ». Chacun boit, s'embrasse, Bella rayonne, ravie d'être restée debout aussi tard, et me tombe dans les bras pour me faire promettre de repartir bientôt tous ensemble en vacances. Tom débarque en lançant sur le ton de la plaisanterie. Cette fois, tu n'as pas le choix, tu restes avec nous, que ça te plaise ou non. Je lui réponds en souriant que je n'ai jamais été aussi ravie d'être coincée avec quelqu'un. La fête se prolonge jusqu'à presque 2 heures du matin, chacun des invités partant à son rythme. J'aide Rita et Tom à remettre un peu d'ordre pendant que Bella s'endort tranquillement sur le canapé. Lorsque la maison retrouve enfin son calme, Rita me serre tendrement dans ses bras pour me dire bonne nuit, et je rentre chez moi le cœur plein d'un bonheur nouveau pour moi. En janvier, une lettre de l'avocat de mes parents arrive. Mes mains tremblent en l'ouvrant, persuadée que je vais y trouver quelque chose d'hostile ou de désagréable. Mais non, il ne s'agit que de documents administratifs au sujet d'une fiducie familiale, créée il y a des années par ma grand-mère. Le ton est glacial, purement professionnel. Ils expliquent qu'il leur faut ma signature pour finaliser la répartition. Aucune phrase personnelle, pas un mot de mes parents, rien qui laisse penser qu'ils tiennent encore à moi ou aimeraient me parler. Seulement des papiers à régler, comme si je n'étais qu'un nom de plus dans la liste des bénéficiaires, traité avec froideur. Cette indifférence me fait paradoxalement plus mal que s'ils avaient pris la peine de m'écrire quelque chose de blessant. Au moins, ça aurait démontré qu'il restait une énergie, même négative. Là, non. Ils avancent dans leur vie et moi,
je ne suis plus qu'une case administrative à cocher. Je pose la lettre sur le plan de travail et la fixe longuement. Puis, je commence à faire des recherches pour trouver un avocat spécialisé dans les successions et les fiducies familiales, et passe quelques appels. J'en trouve un qui répond à mes questions et je prends rendez-vous pour la semaine suivante. J'en parle à Rita qui, tout de suite, me propose de m'accompagner chez l'avocat. Elle insiste « Tu ne devrais pas affronter tout ça toute seule. » Je la remercie, mais je sens au fond de moi que j'ai besoin de gérer cette histoire par moi-même. Je lui dis que je m'en sens capable, moi-même surprise de la détermination dans ma voix. Le rendez-vous en cabinet se déroule sans complications. Tout est clair et professionnel. J'expose la situation, il examine les documents, me confirme qu'il n'y a rien de problématique et que ce sera vite réglé. Je signe ce qu'il faut, il s'occupe du reste avec l'avocat de mes parents. Au fil des semaines, tout avance facilement. Pas de contestation, pas de tentative de réduire ma part, aucune difficulté. Tout se passe tranquillement, dans les règles, sans drame. Je reçois les derniers papiers et tout est terminé. Étrangement, ce dénouement me fait encore plus mal que s'il s'était opposé ou m'avait mise de côté. Cela aurait signifié qu'il se sentait encore concerné, même si c'était conflictuel. Là, je n'étais qu'un dossier à classer avant de tourner la page définitivement, comme une vieille connaissance dont on se débarrasse. Fin janvier, je décide de consulter une psychologue. Non pas parce que je craque ou que je perds pied, mais parce que je veux comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Je veux être sûre de ne pas traîner cette souffrance dans mes futures relations, de ne pas reproduire l'histoire. Ma psy est une femme d'une 50aine d'années, bienveillante et perspicace, qui trouve toujours les questions justes. Je lui confie ses 12 ans d'exclusion, le voyage avec Rita, tout ce qui s'est enchaîné après. Elle me demande ce que je ressens aujourd'hui, vis-à-vis du fait d'avoir investi dans la famille de Rita, plutôt que dans la mienne. Je lui explique que, pour moi, c'était le seul vrai choix possible. Elle acquiesce d'un signe de tête et me dit « Choisir la famille de Rita, c'est faire preuve d'amour envers toi-même. Tu as su reconnaître qui t'appréciait et tu as pris la décision de donner ton temps, ton énergie et ton affection à ceux qui te les rendent, pas à ceux qui t'ont montré à maintes reprises qu'ils ne voulaient pas de toi. » Nous discutons ensuite des schémas familiaux, des dynamiques compliquées, des raisons pour lesquelles certains parents ont tant de mal à aimer certains de leurs enfants. Elle m'aide à voir que le comportement de mes parents parle surtout d'eux, pas de ma propre valeur. Peu à peu, je sens que j'avance, que je ne garde plus tout à l'intérieur, que j'arrive enfin à traiter les choses sainement. Arrive la Saint-Valentin. Bella débarque à la maison avec une immense carte qu'elle a fabriquée pour moi. Il y a des paillettes, des autocollants, des dessins de nous deux partout. Sur le devant, elle a écrit en grosses lettres « Meilleure grande sœur du monde », entourée de petits cœurs. À l'intérieur, elle me confie qu'elle m'aime très fort et qu'elle ne pourrait pas rêver meilleure grande sœur. Je la prends dans mes bras et lui répète combien je l'aime aussi. Après son départ, j'accroche la carte sur mon frigo, à côté des photos de notre voyage aux Turcs et Caïques. Une de nous 4 sur la plage, une autre où Bella et moi faisons du snorkeling. Chaque passage devant le frigo me rappelle à quoi ressemble une vraie famille. Une semaine après la Saint-Valentin, Rita m'appelle et me propose une escapade entre filles. Elle aimerait m'emmener dans la petite ville où elle et mon père ont grandi, pour partager avec moi les souvenirs heureux d'avant que tout ne devienne compliqué. Nous passons une soirée entière autour de sa table de cuisine à feuilleter de vieilles photos et à planifier le séjour. Elle me montre une photo d'elle et de mon père enfant, devant un vieux dîner connu pour ses milkshakes, et me raconte des souvenirs d'enfance pleins de tendresse, à l'époque où ils étaient très proches et veillaient l'un sur l'autre. Je réserve un bed and breakfast pour un long week-end en avril, et Rita semble tout excitée, comme une enfant qui prépare une aventure. En mars, ma chef me convoque pour m'annoncer que je suis promue analyste senior, assortie d'une belle augmentation. Après avoir quitté le bureau, la première personne à qui j'annonce la nouvelle, c'est Rita. Elle pousse un cri de joie qui m'oblige presque à éloigner le téléphone, puis commence aussitôt à organiser un dîner pour marquer le coup. Le soir même, Rita, Tom et Bella m'emmènent dans ce charmant restaurant italien du centre-ville. Tom commande une bonne bouteille de vin, se lève pour porter un toast et annonce fièrement à toutes les tables alentours « Ma fille vient d'être promue !» Il exprime toute la fierté qu'il ressent pour la femme que je suis devenue, la force et la grâce dont j'ai fait preuve face à l'adversité. Bella ajoute que je suis la meilleure grande sœur qu'on puisse souhaiter, et Rita glisse sa main dans la mienne par-dessus la table. Le serveur arrive avec un dessert surmonté d'une bougie, et tout le restaurant entonne une chanson. Ce soir-là, je publie une petite annonce sur les réseaux sociaux. J'évoque rapidement ma promotion, sans entrer dans les détails. 2 jours plus tard, Katie m'envoie un message pour me féliciter, comme si tout était parfaitement normal. On aurait dit 2 sœurs qui se parlent régulièrement, alors qu'on ne se donne plus de nouvelles depuis des mois. Son message est froid et distant, du genre que l'on adresserait à une vague connaissance. Je le lis, j'hésite un instant à répondre, puis je referme la conversation et efface aussitôt la notification. Il y a des liens qu'il vaut mieux laisser se déliter, et cela me convient très bien ainsi. Je ne ressens aucune obligation de lui répondre sous prétexte que nous avons le même sang.
6 mois après notre séjour aux îles Turques et Caïques, je suis sur la terrasse de chez Rita, à regarder Bella tourner dans l'herbe du jardin. Tom prépare des burgers au barbecue, Rita me tend un verre de citronnade et s'installe à côté de moi. Nous discutons de notre escapade prévue le mois prochain dans leur ville natale, et Bella réclame déjà de retourner à la plage. Mon téléphone reste bien rangé dans ma poche. Désormais, ceux qui comptent vraiment sont là, près de moi. Je partage avec eux les dîners du dimanche, les soirées cinéma, les pauses café spontanées, une vie de famille dont je fais véritablement partie. Rita, Tom et Bella ne manquent jamais une occasion de célébrer mes réussites, de me soutenir dans les moments plus sombres, et jamais je ne me sens de trop à leur côté. Aujourd'hui, ma vie a la profondeur et la chaleur que je n'avais jamais connues, après tant de temps à courir derrière l'affection de personnes incapables d'en donner. J'ai compris que la famille, ce n'est ni le sang, ni une quelconque obligation, ni un nom sur un livret de famille. Ce sont ceux qui choisissent, jour après jour, de t'offrir une place chez eux, à leur table, sans que tu n'aies jamais à le demander. Je le sais désormais, et je n'ai jamais été aussi épanouie.